l'abbé Groux, chef de la jeunesse nationale. Notre maître, l'abbé Groux. Jeunesse, l'abbé Groux te parle. L'abbé Groux prêche la formation d'un État catholique et français. Apothéose à l'abbé Groux. Monsieur Lionel Groux, Premier ministre. Un homme, l'abbé Groux. Ce sera le privilège douloureux de l'abbé Groux d'avoir été d'abord honni et bafoué par des ingrats et aussi accaparé par des disciples qui exagéraient sa pensée. Des oiseaux qui se parent des plumes de l'aigle. Dans ces petites collectivités baptisées, pratiquant les sacrements et la prière en commun, groupés autour de leur église qui a reçu chacun de leurs membres sur les fonds baptismaux, qui a vu devant son autel s'échanger l'anneau des fiançailles, qui garde autour d'elle les tombes des ancêtres, où l'égalité de fortune, de soucis et de labeur s'incline et s'ordonne sous l'autorité du prêtre, qui est celle de la religion et de la morale, les sociologues trouveraient peut-être la démocratie sans phrase, avec les freins qui la conditionnent, avec la discipline qui crée de l'ordre et de l'avenir. Indépendant, inaccessible tant que l'on voudra, en ses parties les plus secrètes ou les plus vastes, l'homme n'échappe pas au carré de globe où s'écoule sa vie. L'homme dépasse la terre, mais la terre à son tour dépasse l'homme en quelque façon. Elle le modèle, pas autant qu'elle en est modelée. Elle le marque quand même à son effigie. Ce 13 janvier 1878, nous, prêtres vicaires sous-signés, avons baptisé Joseph Adolphe Lionel, né ce jour, fils légitime de Léon Groux cultivateur et de Salomé Pilon de cette paroisse. Parrain, Adolphe Pilon, marraine, Louise Pilon, qui, ainsi que le père, n'ont su signer. Samuel J. Ouimet, prêtre. Ils gardent l'avenir, ceux qui gardent l'histoire, ceux dont la souvenance est sans mauvais remords, et qui près des tombeaux où sommeille la gloire, à l'âme des vivants, mêle l'âme des morts. Ça aura été peut-être la tâche ingrate de ma vie, pour m'exprimer à la façon de Peggy, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, de dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste. Histoire, tourment de l'homme, œuvre presque surhumaine qui exige d'être vue de si haut et d'un œil de si large vision, que Dieu seul, a-t-on dit, serait l'historien parfait. Magnificence du paysage qui m'a vu naître. L'embouchure de l'Outaouais, la baie circulaire creusée dans la terre grasse par la gigantesque charrue de la rivière avant de faire sa trouée vers le Saint-Laurent. Un pays de delta, mais d'un delta depuis longtemps asséché. Pays de grands ormes et d'érables et de toutes les essences de bois franc, cerné vers le nord par la ligne discrète et bleue des deux montagnes. Je suis né petit,
Grêle, très grêle, m'a souvent répété ma mère. Le quatrième d'une famille de terriens, famille de cultivateurs qui occupaient dans le rang des chenaux la deuxième terre à la sortie du village de Vaudreuil. Dans la première vision du monde qu'enfant nous avions prise par les fenêtres de la maison paternelle, il y avait du côté de l'ouest le clocher et la croix du chemin. Nos yeux de tout petits regardaient souvent, sans trop comprendre, cet arbre étrange au bord de la route, là-bas, sans feuilles, avec une seule branche en travers, la croix. Ce mot divin fit son entrée dans notre vocabulaire avec les premiers vocables de la langue. Vous avez dû goûter, une fois ou l'autre, aux bonnes rêveries du soir au bout du champ, l'heure où le serein redonne du ton à l'odeur du foin coupé, la chanson ardente des moulins s'apaise, la campagne se recueille pour entendre l'angélus. C'est le moment et le lieu des fécondes méditations. J'avais là, devant moi, le champ de bataille de mes ancêtres, les vieux défricheurs. Que de souvenirs. Ils remontent dans ma mémoire comme des airs de musique ancienne. Je n'ai qu'à choisir. Et par exemple, que d'heures de congés ou de vacances passées à faucher les rapaillages. Les rapaillages, c'est presque toujours à l'ombre du bois, là où les grandes faucheuses ne peuvent aller, à cause des pierres et des souches. Dans les rapaillages du bois de par chez nous, il y avait un vieux puits abandonné, recouvert d'une margelle en bois. Chaque année, en fauchant, nous levions le couvercle. Et cette solitude et ces larmes secrètes du vieux puits qui pleurait son abandon nous emplissaient l'âme de mélancolie et de mystère. Le soir, à la brunante, nous rentrions à la maison par le chemin du roi. De la guerre revenant, brave, brave, de la guerre revenant, revenant. Nous étions trois capitaines. Moi, je ne chantais pas. J'avais l'âme encore pleine des souvenirs et des émotions de l'après-midi. Brave, brave, de la guerre revenant, revenant. Nous étions trois capitaines. Nous étions trois capitaines de la guerre revenant, brave, Quand les charrettes, le râteau et les moulins furent rentrés dans la batterie, « Eh bien, me dit mon père, puisque tu as fini pour toujours, c'est toi, mon garçon, qui va fermer les portes. » À mesure que les portes se rapprochèrent, je vis l'obscurité noire chasser la lumière mourante dans la grange. Subitement, une grande et vive tristesse me noya l'âme. Il me parut que je venais de fermer sur mon enfance des portes inexorables.
Je passai 6 ans, presque 7 ans de mon enfance à l'école de Vaudreuil. Ma dernière année, je dus doubler ma syntaxe. Nous n'étions que 2 dans cette haute classe, mon camarade Henri Desrosiers et moi-même. Le maître, un pauvre frère qui se préparait à quitter sa communauté, oubliait facilement de faire la classe. Nous en profitâmes pour nous saouler de lecture. C'est par ces lectures que je fus mis au courant de l'affaire Riel, affaire qui fit de nous, petits gars de l'école, d'ardents cocardiers, jour de tension patriotique où serait révélé à nos esprits d'enfants le duel des races au Canada. Il fallait nous entendre dans la cour de l'école, dans les rues du village, chantant à tue-tête et sur l'air de la Marseillaise de France, la Marseillaise réaliste. Entraînés, électrisés par des élections partielles répétées, les petits gars de l'école avaient décidé un de ces matins de jouer eux aussi aux élections. Et comme il y avait en ce temps-là des juges en chef, des avocats en chef et voire des foremans en chef, il fut décidé que je serais l'orateur en chef du Parti bleu. Ah, que je voudrais que dans ce temps-là, le film ou encore la télévision eût pu exister, parce que je serais très curieux de savoir de quoi se bourraient mes harangues électorales. Nous sommes les fils de la droiture et de la tolérance. Nous ne tremblerons pas devant les fils du mensonge et du fatalisme. Nous sommes les fils de Sir Johnny MacDonald et de Sir Georges-Étienne Cartier. Nous ne reculerons pas devant les fils de Dorion et de George Brown. Cet incident nous valut 100 discours. On en parla le soir au village. Ma mère, en l'apprenant, se promit qu'un de ces jours, je deviendrais pour sûr député ou quelque chose comme cela. J'ai lu en des livres savants que l'âme et la culture d'un peuple se révèlent à la qualité des héros pour lesquels ils se passionnent. Quand on écrira l'histoire de notre génération, il faudra se rappeler qu'enfant, nous eûmes pour héros le politicien. Arbrisseau, transplanté en terre étrangère, au milieu d'autres dont il ne sait ni l'essence ni l'histoire. Une sensibilité trop vive que j'ai eu grand-peine à maîtriser a fait le tourment de mon adolescence. Pourquoi ne pas l'avouer tout de suite? Pendant les 4 premiers mois, j'ai cru mourir d'ennuyance à Sainte-Thérèse. Impossible de retrouver ma belle contenance du moment du départ à Vaudreuil. Peu de jours passeront que je ne pleurniche comme une madeleine. Une impression morbide ne me quitta point, celle d'un absolu, d'un affreux isolement. Il est là-bas où le soleil se couche, s'élevant humble à l'ombre du clocher,
auprès des blés qui remplacent les souches, un toit chéri, c'est le mien, mon foyer. Longtemps, je resterai l'adolescent mélancolique que la pensée du chez-soi secoura d'émotion. Ce qui m'a sauvé sur certains points, la lecture, une débauche de lecture. En syntaxe latine, je me risque dans Corneille. Celui qui fut en son temps le poète de la jeunesse dut me séduire. Le supérieur, M. Nantel, passe dans la salle de récréation où je lisais. Que lisez-vous? Du Corneille. La récréation, mon ami, c'est d'abord pour jouer. Les livres me passionnaient. J'aurais voulu être un monsieur qui aurait fait des livres. Quiconque avait pioché son télémaque devenait fatalement écrivain. C'était le livre magique à l'époque, le grand livre ensorceleur. Écrire, saurais-je jamais écrire? Naïvement, je me figure parfois porter en ma tête des idées et des pensées étrangères à tous mes camarades. Et les idées, il m'arrive de les habiller d'une forme que je crois merveilleuse. Mais je n'avais pas de succès. Fort en thème, vous ne serez jamais écrivain. C'est alors mon habitude de lire par raison plutôt que par goût, tant j'avais foi en la société des maîtres. Ce que j'admirais chez ces auteurs, dans ce groupe d'hommes, c'était l'élévation morale de leur caractère. À ce point de vue, je trouvais qu'ils étaient de très grands hommes. J'ai tâché par conséquent de les fréquenter le plus possible, parce qu'ils m'arrachaient à mon milieu. Tout de même, comment ne pas songer avec un peu de mélancolie que nous autres petits collégiens d'avant 1900 eussions pu être autre chose, un peu mieux dirigés et avec d'autres lectures. Qui sait? À partir de ce temps, un combat, un véritable drame entre dans ma vie. Pendant 2 ans, j'en suis tourmenté. Serais-je prêtre? Serais-je plutôt serviteur de l'Église dans le monde? J'ai pensé me faire avocat. Se faire avocat, c'était la grande voie par laquelle on pouvait accéder à la politique, qui pouvait mener et même était le seul chemin pour quiconque voulait arriver à la célébrité. J'ai pensé aussi me faire habitant. J'aimais tellement la terre. J'étais tellement un petit campagnard enraciné. Devenir prêtre ne me paraissait plus le plus noble, ni le plus fécond emploi que je puisse faire de ma vie. Mais l'enseignement m'attirait. Il m'a toujours attiré. Je dois avouer que c'est surtout l'espoir de devenir professeur qui a finalement emporté ma décision. Je serai donc à Dieu et tout à lui, écrivais-je alors dans mon journal de collégien. Les perplexités de mon âme sont finies. J'ai ressenti depuis avant-hier un calme parfait, délicieux. Jamais plus, sur ce point de la vocation, le moindre doute ne viendra m'effleurer. En toute histoire de quelque tenue, des générations surviennent qui ont le sentiment de vivre sur le seuil de temps nouveaux. Pour elles, tous les soirs, comme devant les antiques caravelles, les étoiles jaillissent de l'océan,
ces terres et ces temps nouveaux, elles se prennent à les désirer, à les aimer passionnément comme s'ils étaient leurs biens, leurs droits. Pour elles, béni sera donc l'homme, le démiurge qui s'offrira à leur ouvrir la porte de cet avenir. Dans l'âme des jeunes gens de mon temps, il y avait un peu de cette attente fiévreuse et joyeuse. Je retiens cette mention des antiques caravelles de Hérédia. Ces images des suprêmes aventures, ces mondes étoilés, enchantés, qui montent de l'océan devant les voiliers du jadis. Ce n'est pas pour rien que je les ai toujours aimés. La vie chez nous, dès le foyer, m'est apparue comme une austère et virile aventure. Quand nos parents, elles, naguère petit engagé à 2,50 $ par mois, lui hier petit gars de chantier, leur petite terre des chenaux, pas même encore entièrement payée, achetait l'autre grande terre à l'autre bout du rang, un domaine de 400 arpents, à un prix écrasant pour l'époque. C'était pour eux plus qu'une aventure hasardeuse, c'était un défi à la vie, presque au bon sens. Ainsi le prit-on dans le rang, et l'on moqua de cette folle hardiesse. Nos parents l'acceptaient quand même, le défi. Ils l'acceptaient pour les 5 enfants que nous étions déjà et pour les 10 autres qui allaient venir. À la vérité, ils nous avaient préparés au défi. Ils nous avaient légué des nerfs solides. Surtout, ils nous avaient inculqué une religion vivante, pratique, l'amour, l'habitude du travail, un grand respect de la volonté divine et la beauté des vies, humbles, toutes simples, mais bien tendues dans la foi. Ensemble, nous avons, tout jeunes, beaucoup travaillé, beaucoup trimé. Le travail dépassait quelquefois nos forces. Il nous restait peu de temps pour le jeu. Cependant, notre enfance ne fut pas grise. La famille restait joyeuse, comme toute famille nombreuse, et nous nous sentions attachés à une tâche commune qui nous paraissait belle. Et la grande terre, nous savions qu'il fallait la gagner, qu'il fallait la sauver, et ensemble, nous avons fini par remporter le défi. Plus tard, au collège, parmi mes lectures, j'allais rencontrer d'autres grands aventuriers, des aventuriers de la foi. Veuillot, Lacordaire, Jean de Montalembert, Federico Zanam, Garcia Moreno. Qui étaient-ce, en effet, que c'est les hommes qui portaient ces grands noms, sinon eux aussi, des passionnés du défi. Du défi à toute l'intolérance, plutôt à toutes les misères de leur temps. Veuillot, par exemple, se convertit d'hier, qui le Christ retrouvait, se prendra à l'aimer d'un amour d'enfant, de chevalier. Indéniablement, c'étaient tous, pour moi, de grands maîtres, de grands aventuriers de la foi. Plus tard encore, au collège, devenu éducateur, fils, ou plutôt père spirituel, trop jeune hélas, de toute une petite famille de dirigés, de petits collégiens. Je me souvins des leçons et de la vie que m'avaient laissé mes grands maîtres de collège, et j'essayais de donner à mes petits collégiens le même sens de la vie. J'essayais de faire d'eux des passionnés du défi, et je leur proposais la conquête de leur milieu collégial. Dans ma pensée, ils devaient être aussi les pionniers d'une jeunesse nouvelle qui, dans tous les secteurs de la vie nationale, irait porter une volonté de réveil, un renouvellement de la pensée et de l'action. Ah, mes petits collégiens, adolescents de Valleyfield, combien de fois leur image, leur souvenir, à la fois charmant et viril, m'est revenu et m'aura soutenu après 1915 dans la tâche rude et laborieuse où allait m'engager la Providence, cette autre aventure.
Aux hommes puissants, en esprit et en action, le loisir appartient des grands achèvements. Les rêves de sa jeunesse sont la première ébauche de l'histoire d'un pays. Le rêve est la préface de l'action. La vocation de l'abbé Groux, telle qu'elle se dégage de son œuvre, son message, se résume en une ligne: rendre aux Canadiens français le sentiment de leur personnalité. Pendant de nombreuses années, le chanoine Groux, aux yeux de la plupart des Canadiens anglais, a d'abord été le partisan d'un provincialisme ethnique et religieux. C'était du même coup ignorer la bonne foi de l'historien et la contribution qu'il apportait à une compréhension plus juste de la réalité canadienne-française. Serait-ce donc que pour agir sur l'éphémère, il faut avoir su s'en détourner? Qu'on devient actuel à force d'avoir dépassé les contingences de l'actualité? C'est pour avoir accueilli cette vérité paradoxale qu'un paysan de chez nous, soumis pourtant comme tous les grands nerveux aux dépressions et aux exaltations cycliques, s'est bâti lui-même et a construit son œuvre à coups de grandes journées laborieuses, chacune ajoutant à l'autre, complétant, parachevant, chacune portant son effort total. L'histoire ne saurait demeurer le spectacle inférieur d'une exposition archéologique, le musée des grands noms et des dates célèbres, simples ossements de l'histoire. La tâche de l'historien, c'est d'assembler ces débris, c'est de les ajuster pour leur infuser leur vie ancienne, c'est de ressusciter du passé ce qui en demeure l'élément le plus élevé, celui par lequel l'histoire vaut d'être écrite. Je veux dire, la psychologie des époques, l'âme des générations successives, toute la poussière humaine qui demande à revivre. L'histoire, c'est ce qu'il y a de plus vivant. Le passé, c'est ce qu'il y a de plus présent. Les doctrines prêchées par nos pères, les monuments élevés par leur génie, le visage humain donné par eux à la patrie, bref, l'ensemble des hérédités que nous tenons d'eux, tout cela agit en nous, sur notre intelligence, notre sensibilité, nos sens. Et tout cela commande, souvent à notre insu, le plus grand nombre de nos réflexes et de nos gestes.
l'histoire, reconstitution, condensation du passé. Que rien ne vienne fausser son magistère ou le rendre déficient, et c'est trop peu que de lui assigner dans la vie d'un peuple le rôle de boussole ou de gouvernement. L'indépendance de l'esprit devient difficile et périlleuse à l'historien canadien-français qui entreprend de juger la conquête anglaise et ses méthodes de gouvernement. Ce n'est plus d'être indulgent qu'on lui sait mauvais gré, c'est d'être juste. Mais il n'existe pas deux sortes d'histoire, je n'en connais qu'une, l'histoire objective, véridique. Je ne connais que l'histoire qui dit non pas ce qui aurait pu être, ni ce qui aurait dû être, mais ce qui a été, rien que ce qui a été, mais tout ce qui a été. L'histoire qui dit bien ce qui est bien, qui dit mal ce qui est mal. Passablement borgne devant l'avenir qui n'est pas son fait, mais en revanche riche d'expérience parce qu'elle porte en sa besace tout le passé, l'histoire en peut tirer quelques grains de sagesse. Elle enseignera par exemple à tenir compte de l'accidentel, de la cause fortuite et petite, mais grosse d'effets terribles. Il reste que l'histoire qui a ses mythes a aussi ses rongeurs dont c'est le métier de s'essayer à la gruger. Voici au moins deux choses dont l'on ne peut contester l'existence et que nous ne pouvons ni changer ni supprimer. Notre qualité spéciale d'homme, notre histoire. Bien. Je suis venu à l'enseignement de l'histoire, je ne sais pas comment. Je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'en lisant François de Bienville, j'aurais aperçu au moins la beauté de certaines pages de notre histoire. En tout cas, vers 1905, n'oubliez pas que nous étions au début, je ne dirais pas d'une crise, mais d'un élan nationaliste. La jeunesse canadienne-française, l'association catholique canadienne-française, date de 1903 et de 1904. Notre petite action catholique avait fini par se répandre un peu dans un certain nombre de collèges, visait à former autant que possible l'homme complet. Nous nous occupions non seulement de formation catholique, mais de formation nationale, sociale et intellectuelle. Alors vous voyez tout de suite, le national, il fallait évidemment l'édifier sur quelque chose. Sorte de là, l'idée, à un moment donné, nous avions fait adopter, nous autres les jeunes professeurs, dans un congrès d'enseignement secondaire, que désormais, le sujet de baccalauréat pourrait être donné de temps en temps sur une question d'histoire du Canada, non pas seulement sur une histoire de l'Inde, une histoire de la Grèce, ou de Rome, je ne sais pas qui encore. Et en exposant les bacheliers, par conséquent, à faire un discours, à préparer un discours, une dissertation sur le sujet d'histoire du Canada, il fallait leur enseigner. Parce que l'enseignement de l'histoire du Canada était, pour ainsi dire, inexistant dans nos collèges à ce moment-là. C'est une pauvreté ainsi. À Sainte-Thérèse, je confesse que c'est pas là que j'ai pris, on ne faisait pas pire qu'ailleurs, mais ce n'est pas là que j'ai pris le goût de l'histoire du Canada, je l'ai profondément détesté. Parce qu'on nous l'enseignait en rhétorique, s'il vous plaît, 1 heure par semaine, dans un seul semestre, et dans un manuel d'enseignement primaire, le petit manuel des frères des écoles chrétiennes. Voyez-vous, des rhétoriciens qui sont là et puis qui ouvrent le manuel, puis s'aperçoivent qui a découvert le Canada? Jacques Cartier. En quelle année? 1534. Et ainsi de suite. À 18-19 ans. Hein. Généralement, la question est trop plus longue que la réponse. Il n'y avait pas de quoi enthousiasmer qui que ce soit. Et évidemment, pour répondre aux besoins de mes écoliers, j'ai fini par faire accepter ou peut-être introduire l'enseignement du Canada. Dès 1905, j'étais prêtre depuis 2 ans. J'étais professeur de rhétorique à ce moment-là, après avoir été professeur de belles lettres encore pendant 1 an. Et peut-être, j'ai introduit l'enseignement de l'histoire du Canada. Mais comme j'étais parfaitement dégoûté des manuels et qu'il n'en existait pas d'autres, j'ai entrepris de faire un manuel. Alors je le faisais, comprenez, j'étais professeur de rhétorique. J'étais à professeur directeur des 2 académies. J'étais à part ça, chargé du théâtre collégial. Par conséquent, comme on disait dans notre jargon, j'exerçais les séances. Vous imaginez un peu le travail que ça m'impose.
faisait. Alors j'ai commencé par rédiger une histoire du Canada. Je la rédigeais à mesure, au jour le jour, hein, sachant pas trop où ça me mènerait. Et puis, ben mon Dieu, en même temps, c'est le grand coupable, si vous voulez, de mon départ de Valleyfield. Je vais vous montrer le coupable. Voilà ce manuel, ces 3 cahiers, que pendant une dizaine d'années, à Valleyfield, tant qu'il ne viendra pas un manuel supérieur à celui-là, ce qui n'était pas difficile à trouver, les écoliers vont recopier, le dicter en classe. Ils vont le recopier, se le vendre les uns aux autres, et puis, je pense que ça dure à peu près une dizaine d'années. Je n'ai jamais eu l'idée de le publier. Seulement, on a failli m'y amener. Voici ce qui est arrivé. Vous êtes là que c'est coupable, c'est lui qui est responsable de mon départ de Valleyfield. En 1913, nous avions, il y avait eu plutôt à Montréal, une conférence devant l'association du barreau canadien de Lord Haldane, au chancelier d'Angleterre, qui était un très grand avocat, un très grand juriste. Il avait prononcé une conférence sur un sujet plutôt banal, dirait-on aujourd'hui, pour bien comprendre le droit d'un peuple et le bien interpréter, il faut absolument connaître l'histoire de ce peuple. C'est banal, mais je ne sais trop pourquoi. La conférence qu'il a donnée ici avait été extraordinairement orchestrée par la presse américaine, la presse anglaise et la presse canadienne. Elle a eu un très grand retentissement. Bourassa était présent, ou s'il n'était pas présent, parce qu'il a eu un compte rendu. Et comme vous savez, Bourassa était traversé en histoire anglaise et en droit anglais. Évidemment, vous savez, il s'est rendu compte que pour interpréter le droit canadien, puis le droit anglais, il nous manquait en particulier l'histoire, la connaissance de l'histoire. Il a donc écrit dans le Devoir, hein, parce que la conférence a paru, Lord Haldane après sa conférence en 1913 ou 12. Il a écrit un article sur la conférence de Lord Haldane, et puis il est tombé, vous savez, à sa manière assez vigoureuse, sur les universités, sur les collèges, parce qu'il n'enseignait aucune histoire du Canada et aucune histoire de l'Angleterre. Je n'ai pas résisté à la tentation de lui écrire une petite lettre, ou de lui donner raison pour le passé. Mais je lui dis en même temps que peut-être il manquait un peu de justice à l'égard d'un certain nombre de jeunes professeurs qui s'appliquaient à restaurer chez nous l'enseignement de l'histoire du Canada. Et puis je lui ai révélé, là, justement, que j'avais pour ma part entrepris la rédaction d'un manuel scolaire où, pour ce qui était de notre régime britannique, j'esquissais un peu l'évolution constitutionnelle du Canada. Bourassa m'a répondu très aimablement qu'il était bien content d'apprendre la chose, mais qu'il me demandait la permission de reproduire ma lettre dans le Devoir, voulant s'assurer que ce qui se faisait en Valleyfield se faisait ailleurs. Alors ça amenait certains échanges d'idées. L'abbé Chartier, qui était à Saint-Hyacinthe et qui enseignait également, lui, l'histoire du Canada en rhétorique, a écrit une série d'articles. D'autres sont venus à la rescousse, d'autres nous ont contredits, ont soutenu, vous savez, avec force arguments, qu'on enseigne magnifiquement l'histoire du Canada dans les collèges, mais certains professeurs m'ont envoyé les manuels en usage dans leur collège 25 ans ou 30 ans auparavant, et c'était des manuels de langue anglaise. On enseignait l'histoire du Canada en langue anglaise, quelque chose d'extraordinaire. Hein? Enfin, j'abrège. Alors me sont venues des invitations, on m'a demandé de tous côtés de publier mon manuel. Je sentais trop parfait. Moi, j'ai demandé un petit congé à mon évêque pour aller aux archives d'Ottawa. Comme la Providence conduit les choses. Pour aller à Ottawa, passer quelques mois, faire des recherches aux archives pour, en fin de compte, fortifier mon manuel, puis aller chercher un peu de science historique qui m'aurait permis de faire un manuel convenable. J'avais que 3 élèves en rhétorique. On avait démembré une classe. Aucun n'avait chance véritablement de décrocher le baccalauréat. Et 2 confrères encore très généreux m'ont offert de prendre ma classe pour me permettre d'aller chercher à Ottawa la science historique qui m'aurait permis de faire mon manuel. J'ai passé 4 mois ou 5 mois à Ottawa. Et je suis revenu à Thérèse, devant l'immensité du champ, des archives, bien convaincu que je n'étais pas apte à écrire un manuel, pas le moins du mot. Ça m'avait donné une initiation aux recherches.
suis revenu avec la conviction, bien que je l'ai commencé dans un peu. J'en ai retrouvé depuis ce temps-là un certain nombre de chapitres ici et là. Mais je m'étais fatigué. Parce que vous la brûlez des étapes, un peu à Ottawa. De sorte qu'au printemps, par conséquent, de 1914-15, fatigué, j'ai songé à quitter Valleyfield. J'ai pensé à me faire curer. Je ne voyais pas d'autre ouverture que celle-là. On a entendu parler à Valleyfield, à Montréal plutôt. Mon ami Chartier qui était rendu là depuis 1 an. Et puis le secrétaire de l'université, c'était l'abbé Léon Desjardins, que j'avais connu à Rome, connu à Sainte-Thérèse. Mon Dieu, enfin, ne va pas t'enterrer dans une cure. Hein? On m'a même dit, viens-t'en ici. On va. Alors, on m'a présenté à M. Bechézy, la brèche bien des petites démarches. Gautron, qui était toute la faculté des lettres à ce moment-là, un professeur de France, depuis un certain nombre d'années. On faisait venir de France un professeur comme ça, de littérature française, qui était payé par Saint-Sulpice, parce que l'université, de ce temps-là, n'avait pas de fonds non plus, et surtout, il n'existait pas de faculté des lettres. Le professeur de littérature française était toute la faculté des lettres. Il donnait une vingtaine de conférences publiques de littérature, puis à peu près 1 cours, 2 cours, 2 leçons par semaine de formation littéraire, aux frères et aux maîtres d'école, institutrices et autres, qui étaient en congé le samedi. Il fallait, M. Bechézy m'a dit en entrant, l'abbé Chartier était là, M. Chartier m'a dit que c'était lui qui lui avait suggéré l'idée, je crois, c'est peut-être vrai. Il nous a dit, il faut boucher ce trou au moins des 20 conférences publiques. Vous, M. Chartier, vous allez me faire 10 conférences de littérature, et vous, c'est l'abbé, vous allez me faire 10 conférences d'histoire du Canada. Je me suis récrié, j'ai dit, 10 conférences. J'ai tenté quelque peu d'histoire, et puis je sais un peu ce qu'il en coûte. Je pourrais vous en faire 5. Monseigneur, si vous voulez. C'est très bien. Vous m'en ferez 5. Puis il est parti, il est allé soulever son calendrier. Puis il a dit, voici, vous ferez votre première conférence le 3 novembre. Et j'irai la présider. Et voilà comment. Je suis devenu professeur d'histoire du Canada. Puisque la liberté chez nous ne fut pas un don mais une conquête, finissons-en une bonne fois pour toutes avec cette imposture historique d'une Angleterre libérale et maternelle qui nous aurait traités en enfants gâtés de son empire. Le jour où par notre folle complicité nous aurions laissé s'accréditer parmi nous cette stupide légende, nous devrions à la loyauté d'aller jeter à bas de leur piédestal les statues de nos plus grands hommes, et ce serait l'effondrement de toute notre histoire. Il y a une vérité que l'histoire m'a apprise, c'est que l'existence d'une nation est affaire de la providence sans doute, mais dans la grande mesure affaire de volonté. Pour une nation d'hommes résolus, il n'y a pratiquement point de faits inévitables. Un peuple bâtit son histoire comme un homme bâtit sa vie. Les peuples forts, les peuples de caractère sont les peuples qui ont eu à lutter pour vivre. Certes, nous étions entrés dans la vie en mécontents, le pied leste, le verbe cassant de jeunes réactionnaires qui ne pardonnent pas à leurs aînés d'avoir dilapidé l'héritage. Ma pensée centrale à l'action française, ce fut de faire une œuvre doctrinale, de sortir mes compatriotes de la mystique étroite de la langue. Il s'agissait de montrer aux Canadiens français que leur problème en est un de vie, donc organique, synthétique. Nul sentiment en nos vies n'est fait de plus d'imprécision, d'inconsistance que le sentiment national. Nation, patrie, culture, points de réalité sur lesquels nous soyons plus démunis de saine clarté, et par conséquent de foi, de conviction, et par conséquent aussi plus portés à nous diviser. Quand les groupes ethniques d'un même pays sont trop divers par le sang, par l'histoire, par leurs hérédités culturelles, il leur reste au moins à se rencontrer et à s'entendre dans une affection commune pour la même terre, dans une même conception de l'idée de patrie. Le secret de la grandeur, quand on est de bon sang, c'est de grandir dans son authenticité. Après tout, nous ne serions pas dans l'histoire le seul ni le plus célèbre exemple d'un petit peuple qui, cerné par une formidable puissance impérialiste, aurait réussi à sauver victorieusement son âme.
Avouons donc au surplus que l'appartenance à sa patrie, la fidélité à sa culture, ce sont là pour le commun des hommes des engagements sacrés dont on ne se libère que par une monstrueuse perversion du cœur et de l'esprit, perversion qui s'appelle en bon français reniement, trahison. Nous sommes de la génération des vivants, vous êtes la dernière génération des morts. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre État français nous l'aurons jeune, fort, rayonnant et beau, foyer spirituel, pôle dynamique pour toute l'Amérique française. Nous aurons aussi un pays français, un pays qui portera son âme dans son visage. Nous devons constituer en Amérique cette réalité politique et spirituelle, ce chef-d'œuvre d'un splendide effort humain. L'abbé Lionel Groulx est devenu par son patriotisme et son œuvre le chef spirituel de la nation canadienne-française. Une guerre civile dans le Québec. Voici ce que les fascistes genre Groulx étaient en train de déclencher au Congrès de la langue française avec leur séparatisme. La grande tristesse pour tout homme qui a essayé de mener sa vie en fidélité et droiture, ce n'est pas d'avoir été discuté ni incompris, ni même insulté. C'est le spectacle déprimant des lâchages et des reniements de ses anciens compagnons de route. C'est le cynisme des hommes d'âge mûr, ses amis d'hier, qui pour tâcher d'expulser de leur conscience les cadavres d'idéal qui n'achèvent plus d'y pourrir, c'est au sarcasme, au rire en grimace sur les enthousiasmes et les emballements de leur jeunesse. C'est la procession funèbre de ces chiens crevés qui s'en vont au fil de l'eau, symbole poignant d'une race trahie par ses chefs. Les temps sont proches, ce nous semble, où pauvres prodigues dispersés, maintenant que nous reviennent plus souvent l'image du passé et le carillon des gloires anciennes, nous allons rentrer pénitents dans la maison de nos pères. Mais je vous avoue que c'était certainement l'une des grandes inquiétudes de ma vie. La jeunesse de 1920 à 1940 m'a beaucoup trop demandé, a beaucoup trop attendu. Ça, je l'ai senti. On rendait hommage au travail historique que je pouvais avoir fait, mais on aurait voulu davantage. Et surtout la jeunesse de 1930-1940. Bon. Bien, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aurais préféré rester dans mon œuvre. Mais certaines circonstances, certaines misères, la misère de 1930 à 40 surtout, alors que la jeunesse, pas la jeunesse, il ne suffisait pas d'avoir l'amour du travail, d'avoir du talent, même le plus grand talent, tout ça ne servait de rien. En Montréal, ici, alors j'habitais à ce moment-là sur la rue Sherbrooke. J'étais par conséquent un petit peu dans un centre. Je pouvais voir, n'est-ce pas, les ravages affreux du chômage dans les milieux de jeunesse. On me battait la semelle pour rencontrer des jeunes gens parfaitement intelligents, par mon propre panette, qui cherchaient à faire quelque chose de leur vie, qui n'en pouvaient rien faire, qui avaient au bec une cigarette, bien plus moche et que fumer. Il y avait donc là absolument une très grande misère. Et ces jeunes gens-là, très déçus, ne voyant pas d'ouverture devant eux, un avenir sur lequel on semblait avoir, vous savez, poussé une porte de fer sans aucune ouverture. Ils cherchaient nécessairement une recette, un remède, quelqu'un qui pourrait les sortir de cette misère-là, qui pourrait leur refaire un avenir. Ça, évidemment, je l'ai bien senti, parce qu'ils me l'ont trop dit, à ce moment-là. Et c'est là, évidemment, qu'on a commencé par parler de chef. C'était un mot qui m'a souvent crispé, jusqu'à certains points.
parce qu'on ne voulait pas seulement un chef de pensée. Hein. On aurait même voulu, certains groupes, un chef politique. Hein. Le mot a été lancé. J'ai amené mon bon ami Jean-Charles Harvey, tu vois, publié un article, un bonjour, hein, l'article railleur, hein, avec grosse manchette, hein, l'abbé Groux, premier ministre de la province de Québec. Hein. Et ben, j'avoue franchement, n'est-ce pas, que le sentiment, la conscience, l'aspect de cette misère, hein, avec ce que l'on me demandait, ce que je ne pouvais pas donner, mais la confiance qu'on me témoignait, j'avoue que ça a créé chez moi un état d'âme qui m'a considérablement fait souffrir. Ça, je ne veux pas le cacher. Hein. Je savais que je ne pouvais pas l'être. Hein. Le chef savait ça, mais non, son chef. Je le dis en toute candeur. Parce que, en dépit, s'il vous plaît, des emballements de la jeunesse, de certains enthousiasmes, ou de certains ensembles qu'on m'a fait brûler sous le nez, je crois que le bon Dieu m'a permis, c'est pas de ne jamais perdre conscience de mes limites. Et je savais en particulier que dans le contexte religieux ou politico-religieux où nous vivons, je ne pouvais aucunement être un chef politique. Je l'aurais dit, même à cette époque-là. Alors, ça vous explique un état d'âme par lequel j'ai vécu au moins 15 ans. Parce qu'on n'a pas cessé pendant 15 ans. Je l'ai découvert en particulier en consultant les spécilèges que ma nièce m'a construit, vous savez. C'est une paperassière, et puis alors, elle a réuni à peu près tout ce qu'elle a pu découvrir sur mon compte. Tous les discours que j'ai parlotés, tous les écrits, les papiers que j'ai barbouillés, ça, c'est là. Ça en a 15, il en sait quelque chose, lui, et s'est plongé là-dedans. Et ça remonte, pas même avant 1930, c'est pas cette illusion de la jeunesse. Et ça a duré même pas 1940. Alors, je savais, c'est pas que ne pouvant pas l'être, et comme je ne voyais pas beaucoup de gens, n'est-ce pas, à ce moment-là, qui acceptaient de l'être, ou en qui la jeunesse mettait sa confiance, en tout cas, je sentais bien, c'est pas que, en fait, quand il y aurait une déception, une sorte de dévastation dans les esprits, hein, que pourrait expliquer peut-être certaines attitudes de jeunesse de la génération suivante. Mais tout ça, vous savez, ça a acheté dans ma vie. Non seulement une souffrance que je crois que je suis seul pour pouvoir la comprendre, ou en quelque cas que seul j'ai vécu, mais si le mot n'est pas trop exagéré, j'irais même jusqu'à dire ça, j'étais un peu tragique dans ma petite vie. Léon Groux, dépossédé de la ferme de ses pères, avait décidé de rentrer un jour chez lui et se tint parole. Son fils, Lionel Groux, a assumé le soin de tout l'héritage ancestral, patiemment, péniblement, avec de rares ans frénétiques, presque toujours avec la longue persévérance paysanne, il a réuni les morceaux épars, rassemblé les tronçons disjoints. Il a reconstitué la terre paternelle.